Donc, ma mission aujourd'hui, c'est d'essayer en 30 minutes, je crois, Jean, de vous présenter les clauses habituelles d'un contrat de franchise. Et donc, je vais commencer par le début. En effet, pour me présenter rapidement, j'ai créé un cabinet il y a 18 ans maintenant, qui a deux pôles importants qui sont les pôles distribution, franchise, concurrence et par ailleurs droit social, mais on a d'autres activités. Et dans ce cabinet, aujourd'hui, il y a deux associés qui sont Régis Pierry, Frédéric Fournier, votre serviteur aujourd'hui, qui sont experts auprès de la Fédération française de la franchise. Donc voilà, on intervient beaucoup dans ces dossiers. Alors, si on écrit un contrat de franchise, on va évidemment penser à un contrat de distribution ou à un contrat de vente de services. Mais le premier point, c'est de savoir si on va avoir affaire à un franchisé, c'est-à-dire une entreprise, ou à avoir affaire à un homme ou des hommes ou des femmes qui sont actionnaires. Et c'est pour ça que dans les contrats, on commence toujours par préciser qui est le signataire du contrat, et notamment le fait que peut-être que le franchisé aura une activité en tant qu'entreprise, société, mais peut-être que les associés voudront faire leur vie et puis tenter d'autres activités. Donc, moi, ce que je préconise toujours, c'est d'avoir dans le préambule du contrat et dans la désignation des parties la mention de l'associé. Donc, vous avez une clause là voilà, que j'ai indiquée qui permet d'avoir un engagement à la fois du franchisé qui va signer le contrat, la société, mais aussi d'avoir un engagement de l'actionnaire principal qui va aussi, lui, s'engager à ne pas aller développer une activité concurrente, vendre la société quand il n'est pas temps de la vendre. Et c'est ainsi que nous avons des clauses qui vont faire que l'associé principal va s'engager pour les autres associés de la société. Donc, vous avez une clause ici. Je pense que Jean, tu pourras partager ces slides. Mais voilà, c'est le premier point. Après, un contrat de Euh, franchise, comme le disait Jean, c'est Excuse-moi, pas. tu me demandais, j'étais en train de brancher un haut-parleur chez moi et du coup, j'ai Non, pas entendu. Je non, je dois. disais qu'éventuellement, tu pourras partager les slides parce que je n'ai qu'une demi-heure, donc Ah, malheureusement, oui, oui. je fais avec. Ouais, vas-y. Euh, alors après, dans le préambule, ce qui est important, comme dans tous les contrats, c'est de savoir pourquoi on se rejoint, on décide de travailler ensemble. Et en particulier en France, on a plusieurs points qui sont importants. Le Code civil français a été réformé en 2016. Et dans le Code civil français, il y a plusieurs mentions sur les contrats d'adhésion. Et généralement, on ne va pas négocier un contrat de franchise ou on va le négocier à la marge. On a plusieurs mentions sur le fait qu'il faut informer son partenaire. Et si le partenaire a besoin d'une information particulière, il faut expliquer comment cette information a été transmise. Et puis, pour éviter que le contrat ne soit qu'un contrat d'adhésion, il faut montrer que le franchisé a fait son choix. Donc, on a dans le préambule généralement un rappel de ce qui est important pour le franchiseur, c'est-à-dire son savoir-faire, son concept, ses compétences. Mais on a aussi maintenant pas une obligation, mais une précaution qui est prise de rappeler les étapes de la négociation, à savoir que le franchisé a pu visiter d'autres points de vente, a pu échanger, a pu éventuellement discuter avec son franchiseur de certaines clauses qui lui plaisaient ou non, ou qu'il devait modifier. Et ça, c'est l'objet éventuellement de conditions particulières. Par ailleurs, un franchisé c'est pas une succursale. Donc, le franchisé, c'est un commerçant indépendant qui doit aller
établir son budget, qui va travailler avec des avocats, des experts comptables, qui va faire une étude de marché et qui va aller recevoir un certain nombre d'informations de la part du franchiseur, puisque le Code de commerce en France, depuis 1991, prévoit qu'il y a une information précontractuelle qui est prévue. Euh, bah, il a reçu ces informations, il va se renseigner, il va devoir travailler aussi de son côté. Donc tout n'est pas dû du côté du franchiseur. Et c'est pour ça que on va avoir dans le préambule maintenant, dans beaucoup de contrats, une partie signature du franchisé qui dit bah oui, j'ai cherché, j'ai compris, j'ai fait mes études, j'ai travaillé avec le franchiseur, j'ai visité et je suis finalement assez convaincu que la franchise qui m'est proposée est une bonne franchise. Alors pourquoi on fait ça? C'est que la plupart des juridictions jusqu'à maintenant ont considéré que le préambule était constitué de clauses de style, c'est-à-dire de clauses qui sont écrites pour le plaisir des parties, mais qui ne sont pas engageantes parce que c'est le préambule. Donc maintenant, alors j'ai été dans les précurseurs pour ça, mais je ne suis pas le seul, hein. Avec la réforme du Code civil, on fait écrire clairement, pas à la main, mais bon, on fait signer, en tout cas par le franchisé, ce préambule en disant un petit peu comme dans les contrats d'assurance où vous allez réitérer plusieurs fois la signature. Bah, on lui fait écrire qu'en effet, il a fait établir un budget prévisionnel avec son expert comptable, ses conseils. Il a reçu les informations qu'il devait recevoir au titre de la loi, mais il a aussi reçu des informations qu'il estimait utiles. Et le fait de le faire signer, même en électronique, hein, parce que bon, il suffit d'une mention, ceci permet en fait au juge, éventuellement s'il y a un problème un jour, de savoir qu'en effet, il y a eu un vrai consentement. Après, les clauses principales du contrat, elles sont assez classiques. Euh, on a généralement un rappel du fait que le franchisé est un commerçant indépendant. On a un rappel de l'obligation pour le franchisé de respecter les normes et obligations spécifiques à la franchise, c'est-à-dire le concept, l'agencement, la marque, etc. Et on va aujourd'hui comme on le faisait auparavant, définir les conditions d'utilisation des marques. Bon, comment le franchisé peut utiliser la marque, reproduire sur des documents, sur son enseigne des marques. Comment il peut déposer des noms de domaine? Est-ce qu'éventuellement il peut déposer des noms de domaine locaux? Est-ce que c'est le franchiseur qui le fait pour lui? Est-ce qu'il peut animer développer des pages de réseaux sociaux, voire même aujourd'hui, puisque c'est la question pour certains produits, euh, définir des conditions dans lesquelles il peut intervenir sur le metaverse ou créer des NFT. On a vu que, alors c'est un peu moins à la mode là pour le moment, mais bon, il y a 2 ans, Carrefour développait des metaverses. Un certain nombre de marques ont développé des NFT pour récompenser la fidélisation de leurs clients en mettant, je sais pas, une icône ou une image, et puis les clients étaient contents avec ça. Donc aujourd'hui, on définit en effet les conditions dans lesquelles le franchisé peut utiliser tous ces nouveaux systèmes de merchandising ou de marketing. On va aussi définir les conditions dans lesquelles, j'y reviendrai après, le franchisé peut utiliser les services ads, que ce soit Google Ads, euh, Yahoo Ads, enfin, vous les connaissez tous, sachant que l'Union européenne considère que aujourd'hui, l'utilisation des services ads est un petit peu comme la création d'un site internet pour le franchisé, une obligation pour le franchiseur de l'accepter. C'est-à-dire qu'on ne peut plus interdire d'interdire, mais on peut définir un certain nombre de conditions. Et j'en viens d'ailleurs au site internet, c'est-à-dire que si un franchisé revend des produits, on ne peut pas lui interdire de revendre des produits.
mais on peut lui interdire de revendre des produits dans certaines conditions, c'est-à-dire que il va devoir respecter une charte graphique, il va devoir respecter des éléments médias qui sont fournis par le franchiseur. Donc, on a dans beaucoup de réseaux maintenant un contenu média qu'on peut réutiliser, voilà, qu'on peut reproduire sur les sites Internet. Pour certains produits d'ailleurs qui sont techniques, on est en France des obligations de définir très clairement ce que sont les ingrédients ou ce qu'est l'utilisation du produit et dans quelle mesure ce produit est utile au consommateur. Donc, tout ça est fourni le franchiseur ou franchisé. Et maintenant, l'Union européenne permet, alors qu'elle ne le permettait pas auparavant, de conditionner la création d'un site internet par le franchisé au respect de ces chartes. C'est exactement la même chose que pour les réseaux sociaux. Après, se pose la question de savoir où est mon franchisé. Est-ce que je lui accorde une exclusivité territoriale ou une exclusivité de client, une exclusivité de distribution? Euh, Tout ça doit être prévu dans le contrat et chaque entreprise va définir si il est utile, parce que c'est la question, que le franchisé bénéficie d'une exclusivité ou non. Et si ça n'est pas utile, je dirais que, bon, autant s'épargner ce type de clause, mais est-ce que, voilà, moi j'ai des réseaux, par exemple, qui sont des petits réseaux, qui vont voilà, se développer. Et puis tout d'un coup, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, on va donner une exclusivité aux franchisés. Mais voilà, quand on est à Marseille, est-ce que l'exclusivité s'étend jusqu'à Aix-en-Provence? Quand on est à Paris, est-ce que l'exclusivité s'étend jusqu'à Lille? Quand on est à Bordeaux, est-ce que l'exclusivité s'étend jusqu'à Poitiers? C'est une vraie question. Donc, ces réseaux qui sont naissants, je ne parle pas des gros réseaux qu'on représente aujourd'hui comme des réseaux de grande distribution ou d'hôtellerie ou de restauration, où là, le maillage est assez important. Mais pour les petits réseaux, on peut se poser la question de savoir si l'exclusivité protège le franchisé, ou si elle peut éventuellement être une sorte d'épine dans le pied du franchiseur s'il souhaite créer de nouvelles franchises. Donc, en tout cas, on doit aborder ces questions dans les réseaux. Euh, Point important, en droit de la concurrence en France et dans l'Union européenne, à partir du moment où j'ai donné une zone d'exclusivité sur un territoire, je ne peux pas interdire à mon franchisé d'aller recevoir des offres de collaboration de clients qui sont d'une autre zone. Il n'a pas le droit d'aller chercher ces offres, mais il doit pouvoir répondre à des demandes de clients qui ne sont pas dans sa zone. Et c'est pour ça que j'ai indiqué qu'il était interdit de pratiquer une politique de promotion active. Je dois permettre à mon franchisé de recevoir des offres d'un client basé sur une autre zone. Alors, après cela, comme je parle de géographie, il est important de se poser la question de savoir si il est possible ou non, ou si les parties ou non décident que dans une zone donnée, le franchisé pourra avoir un concurrent franchisé, lui aussi. Et généralement, on traite la question en donnant un droit de priorité au franchisé local. Imaginons que un franchisé est la zone sud de la France, sud-est, on appelle ça PACA en France, donc Marseille, Toulon, etc. Et que on estime du côté du franchiseur qu'il est important que la franchise se développe aussi avec un nouveau franchisé dans cette zone. Eh bien, dans le contrat, on va prévoir que le franchisé local de Marseille, Toulon, Nice pourra avoir une sorte de priorité pour pouvoir développer cette nouvelle franchise
et installer lui-même voilà, cette nouvelle franchise. À défaut de quoi, s'il ne le souhaite pas, pour plein de raisons, hein, bah, le franchiseur pourra développer lui-même une nouvelle zone pour un nouveau franchisé. Dans les questions d'exclusivité, il est important aussi, notamment lorsqu'on parle d'approvisionnement de produits, mais pas seulement, de définir les conditions dans lesquelles le franchisé sera tenu de s'approvisionner exclusivement auprès de fournisseurs pour les produits, voire même pour les éléments ou les mobiliers de son agencement. Parce qu'évidemment, le franchiseur va négocier des conditions particulières pour son franchisé et va l'aider ainsi à avancer. Euh, dans les contrats, on va trouver aussi une définition du savoir-faire. Le savoir-faire, c'est un aimant secret, substantiel, spécifique. Donc, évidemment, on ne l'écrit pas dans le contrat, mais on y fait référence en disant que le franchisé devra l'accepter comme étant un élément de la franchise, le mettre en œuvre et au cours des formations qu'il subira, ben, accepter que ce que lui fournit le franchiseur est un aimant de réussite, comme le disait Jean, lui permet de se développer. Donc, la manière de le transmettre, c'est aujourd'hui essentiellement, ce sont des fichiers électroniques, des drives, des logiciels de formation, du e-learning, peu importe. Mais il faut prévoir dans les contrats aussi que ce savoir-faire sera évolutif. Parce qu'une franchise, généralement, pour mon expérience d'avocat, elle se conclut sur une durée de 5 à 7 ans, parce que les financements bancaires en France se font sur ces périodes-là. Mais la concurrence évolue, le marché évolue, le savoir-faire évolue, et donc il faut prévoir que le franchisé adopte aussi tous les éléments du savoir-faire et ses évolutions, que ce soit en termes de méthode, en termes de marque, en termes d'aménagement intérieur, extérieur, ou tout simplement en termes de contact avec la clientèle. Dans le contrat, on va prévoir après des choses qui sont très prosaïques, hein. Un franchisé doit savoir ce que fait, un franchiseur, pardon, doit savoir ce que fait son franchisé. Donc, on prévoit généralement que le franchisé devra utiliser un certain type de moyens informatiques, matériel, logiciel, ne serait-ce que lorsque le client passe à la caisse dans un magasin, récupérer ses coordonnées et que ces coordonnées soient immédiatement envoyées au franchiseur. On va définir des obligations qui sont liées au reporting, c'est-à-dire que là aussi, le franchisé devra remonter des données au franchiseur. Alors, pour savoir comment se passe l'activité au jour le jour, mais aussi pour savoir si les redevances qui sont déclarées sont conformes à la réalité de la relation. On met en place des clauses d'ailleurs sur ces questions, des clauses de contrôle, des clauses d'audit, voire même pour savoir si le franchisé se comporte bien à l'égard de la clientèle, des clauses de client mystère. Euh, Moi, ce que j'aime bien dans les contrats maintenant, parce que c'est dans l'air du temps, mais j'aime bien ça parce que la franchise est une relation humaine au départ. Euh, j'ai un créateur qui a réussi, de l'autre côté, j'ai un franchisé qui veut réussir, mais ce n'est pas que de l'argent. Et j'aime bien maintenant dans les contrats mettre en place des clauses de respect d'éthique. Euh, Parce que trop souvent, on trouve des franchisés ou des franchiseurs d'ailleurs qui ont des pratiques voilà, qui ne sont pas, comment dire, commercialement équilibrées ou commercialement éthiques. Et dans mes contrats, maintenant, je mets en place des politiques éthiques qui permettent d'ailleurs aux franchiseurs comme aux franchisés de s'entendre dans le réseau d'ailleurs, de s'entendre auprès des clients et d'avoir voilà, un comportement qui est tout à fait acceptable. L'exercice est, l'exercice est difficile, mais est-ce que tu peux conclure en 5 minutes? C'est possible? Ah bah oui. Oui. Non, mais parce que on aura l'occasion de rentrer dans des choses plus spécialisées à l'avenir, mais
mais pour ne pas retarder les autres intervenants, Oui, si tu peux aller alors, à l'essentiel, oui. je fais très vite. Merci, Jean. Faut jamais laisser parler un avocat. Euh, donc, vous aurez les slides. Après, en termes d'argent, parce que c'est quand même ouais, l'objectif voilà, de se développer, on a des clauses qui sont liées aux redevances. Je signale juste pour les redevances, attention au fait que la redevance corresponde évidemment à une contrepartie, c'est une obligation en France, une contrepartie effective. Pour les redevances de publicité, le budget qui est récolté, pardon, qui est collecté par le franchiseur ne doit pas être un budget qui est dépensable immédiatement. S'il y a des frais qui sont subis par le franchiseur, bah, il faut le dire dans la clause. Euh, J'essaye d'aller vite. Pour ce qui est des remontées de données clients, on a des clauses en France qui permettent de définir dans quelles conditions le franchiseur collecte ces données. On a un règlement européen qui s'appelle le RGPD, mais il est maintenant un petit peu partout essaimé au Canada, en Californie, à New York, euh, sur les règles de data privacy. Donc, il faut mettre en place des systèmes qui permettent aux franchiseurs et aux franchisés de savoir qui est propriétaire de quoi et qui est responsable de quoi en termes de données à caractère personnel. Et puis enfin, on définit généralement dans les contrats des règles intuitu personae, c'est-à-dire est-ce que le franchisé peut vendre son fonds de commerce, peut vendre son activité. Et je renvoie là à ce que je disais en tout début. Est-ce qu'il faut faire signer l'associé? Est-ce qu'il faut faire signer le franchisé pour éviter que le fonds de commerce ou l'activité soit vendu à un tiers? Là, j'ai tout un ensemble de clauses qui sont applicables non seulement à la préemption, non seulement à la préférence, mais aussi au cas d'une vente à un cessionnaire, mais aussi des clauses de non-concurrence. Je précise juste une chose sur les clauses de non-concurrence en France. Nous sommes soumis à des règles européennes, et ces règles européennes, je le fais vraiment de manière synthétique, et donc ça va être faux. On va donner le principe. Ces règles européennes font que je ne peux pas imposer une clause de non-concurrence post-contractuelle d'une durée supérieure à un an d'un territoire géographique qui serait plus éloigné que celui du local où est réalisée l'activité. Et je dois aussi définir ce qu'est l'activité concurrente qui est interdite. Nous avons une loi dite Macron en France qui interdit un certain nombre de clauses post-contractuelles dès lors que le contrat est terminé ou l'un des contrats était terminé. Jean, je te laisse la parole parce que j'avais plein de points, mais voilà. Alors, J'imagine pas que. Voilà. oui, je ne sais pas si on m'entend quand j'ai ce micro-là. On m'entend bien quand même ou pas? Ouais. Oui, c'est bon. Bon. Oui, non, mais encore une fois, merci. Et puis, c'est toujours extrêmement difficile d'être aussi concis sur une matière aussi large.